Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc à ce webinaire sur le thème de préparer son départ. Donc, nous allons aborder au cours de ce webinaire trois points essentiels. Donc, les aides financières, les points de vigilance avant son départ et le programme de cours, donc le fameux Learning Agreement. Alors, pour répondre aux différentes questions et aborder les différents thèmes, donc, deux collègues de la direction de l'international vont répondre à des questions. Donc, tout d'abord, Madame Françoise Hoquet, qui est directrice des relations internationales de l'Université d'Angers. Donc, Françoise. Bonjour à tous. Merci de m'accueillir parmi vous. Et Madame Sonia Siverdi, donc, qui est responsable du service de la mobilité sortante à la direction de l'international. Bonjour à tout le monde. Alors, et puis bon, moi je pense que maintenant vous m'avez situé, donc Catherine Krapski, je suis donc responsable des relations internationales pour la faculté de droit, économie et gestion. Donc avant de commencer, quelques points sur l'organisation. Donc on va essayer d'être assez concise pour vous laisser le temps de poser des questions dans le chat. Donc la première partie, la première demi-heure, je dirais, va être consacrée à des questions qu'on va se poser les unes aux autres pour aborder les points essentiels. Et sur ces trois thèmes-là, que sont donc les aides financières, les points de vigilance et le Learning Agreement, vous aurez à disposition ce soir ou demain trois documents, trois supports qui vont reprendre les points qui vont être abordés avec pas mal de détails. Je pense notamment à celui sur les aides financières où il y a beaucoup de détails. Donc, vous aurez de toute façon des supports à disposition. En plus, vous devez le voir sur vos écrans. Ce webinaire est enregistré et il sera déposé aussi sur les pages de la Semaine internationale. Alors d'ailleurs, pour vous montrer où trouver ces informations, je vais partager mon écran avec vous pour que vous voyez où les trouver. Donc là, on est sur la première page de DEG, de la faculté, et j'ai cliqué simplement sur International. Et en bas, si vous allez en bas de cette page, vous pouvez aller sur « Vous souhaitez partir à l'étranger ». Donc là, vous avez la page qui vous informe sur les départs, sur les programmes, les dossiers de candidature, des informations ici. Et là, vous voyez Semaine internationale, retour sur la Semaine internationale. Donc chaque jour, si vous cliquez ici, vous allez avoir un retour. Alors bien sûr, on n'a que le retour d'hier pour l'instant. Donc là, vous avez la présentation qui a été faite hier en amphi, la présentation générale. Il n'y a pas encore la vidéo, ça va arriver, mais voilà, la semaine prochaine, vous aurez vraiment tout à disposition. Donc, bien sûr, pour l'instant, mardi 16, on n'a rien puisqu'on est mardi 16. Voilà. Donc, ce petit point pour être sûr que vous allez bien tous retrouver, bien sûr, les informations. Donc, vous pourrez poser des questions. Alors, je vois qu'il y a déjà des choses. Alors, il y a des étudiants qui n'arrivent pas à intégrer la réunion. Alors, Lélia, si tu peux voir comment on peut les intégrer. Je ne sais pas ce qui se passe. Donc là, on va commencer donc, à vous présenter les choses et d'ici une petite demi-heure, donc commencer à poser des questions dans le chat. On sélectionnera les questions et on répondra du mieux qu'on pourra. Donc, je vais commencer par les aides financières. Donc, poser des questions à Madame Sivardi. Alors, la première question, je pense que tous les étudiants se posent, c'est est-ce que tous les étudiants qui vont partir en mobilité, donc en échange dans une université partenaire, ont droit à une aide financière? Alors oui, en effet, l'ensemble des étudiants qui partent dans le cadre d'un programme d'échange peuvent bénéficier d'une aide à la mobilité. À l'Université d'Angers, on a 4 dispositifs d'aide financière. Je vais vous les lister rapidement, sachant que vous retrouverez également le détail, en effet, dans les présentations. Vous avez l'allocation Erasmus+, pour des mobilités d'études ou de stage, dont vous pouvez bénéficier si vous partez dans le cadre du programme Erasmus uniquement. Vous avez également une aide qui s'appelle Aide à la mobilité internationale, AMI,
qui est destiné aux étudiants boursiers du Crous. Vous avez également l'aide de la région Pays de la Loire qui s'appelle Aide en volet haut. 2 types de forfaits différents. Et vous avez également l'aide spécifique de l'Université d'Angers, qui est principalement destinée aux étudiants qui ne sont pas éligibles aux aides précédentes. Voilà, l'ensemble de ces aides, en effet, répondent à certains critères d'éligibilité. Vous n'êtes pas forcément éligible à toutes ces aides, mais certaines peuvent être cumulables. Notre objectif à l'Université d'Angers, c'est d'assurer une répartition la plus équitable possible entre tous les étudiants, de sorte à ce que chaque étudiant en mobilité d'échange puisse bénéficier d'une, voire de 2 aides. Voilà, je voudrais juste attirer votre attention sur le fait que les aides à la mobilité, l'objectif de ces aides n'est pas de couvrir l'ensemble de vos frais de mobilité, mais c'est de prendre en charge le surcoût qui est lié à votre mobilité. Donc principalement des frais d'installation dans un pays étranger, des frais de transport, voilà. Il est important, j'insiste dessus, pour vous de prévoir également un budget autre en dehors des bourses de mobilité qui vous sont attribuées. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. De toute façon, vous retrouverez effectivement sur le support qui va être mis à disposition les détails de ces 4 types d'aides. Donc la question maintenant que je pense beaucoup d'étudiants qui sont en ligne se posent, parce qu'on a beaucoup d'étudiants là qui viennent d'être sélectionnés pour un départ. Quand est-ce qu'ils vont faire leur demande d'aide financière et comment ça se passe? Comment ils font leur demande? Oui, alors pour les études, on a 2 campagnes de candidature aux aides à la mobilité par année. La prochaine aura lieu là, très bientôt, au mois d'avril. Là peuvent candidater les étudiants qui vont partir en mobilité dès le mois de septembre pour un séjour d'un semestre ou d'une année. La période, ça a ouvert pendant tout le mois d'avril. Et il y a une deuxième campagne au mois d'octobre pour les mobilités qui auront lieu au second semestre. Comment ça se passe? Le pôle mobilité sortante vous envoie le lien à tous les étudiants sélectionnés pour effectuer votre candidature en ligne. Donc c'est sur le site internet. Vous remplissez le formulaire. Ensuite, vous nous envoyez par retour de mail le formulaire PDF avec des documents qui sont demandés. Nous, on réceptionne ces formulaires, on vous en accuse réception, et au courant du mois de mai-juin, on fait ce qu'on appelle des attributions des aides à la mobilité, c'est-à-dire on vous notifie par email les aides auxquelles vous êtes éligible, ainsi que les documents à nous retourner pour pouvoir bénéficier des aides. Vous avez pour chaque aide une fiche de procédure qui est très complète, très détaillée. Je vous invite à bien les lire, à bien les conserver tout au long de votre mobilité, car en principe, il y a vraiment toutes les informations qui peuvent vous être utiles pour savoir que faire avant votre départ, que faire pendant votre départ et à la fin de votre séjour, pour bénéficier notamment des aides. Oui, voilà, aussi, également, retournez-nous bien tous les documents dans les délais impartis, sous peine de vous voir refuser une aide. C'est important. D'accord, merci beaucoup Sonia. Oui, je vais insister aussi, j'ai déjà insisté beaucoup hier, et c'est vrai qu'on se répète beaucoup, mais lisez les informations, parce que voilà, c'est quand même assez complexe, c'est faisable, tout à fait faisable, mais il faut vraiment bien lire les informations et surtout bien lire vos mails et respecter les délais, parce qu'il y a des dates et il faut respecter ces dates et bien faire ce qui est demandé. Donc ça, c'est vraiment très très important. Alors, une dernière question sur les aides financières, parce que ça, je pense que c'est une question que les étudiants se posent. J'imagine un étudiant qui part un semestre. Alors, un semestre, ça va durer, allez, on va dire 4 mois. Alors, des fois, c'est 5, mais c'est rarement un vrai semestre. Alors, 4 mois, en moyenne, au minimum, combien une aide financière va donner globalement pour 4 mois et au maximum, combien on peut recevoir pour 4 mois? Alors oui, j'entends la question, mais ça va dépendre quand même de pas mal de critères. Déjà de votre statut, est-ce que vous êtes étudiant boursier ou non boursier? Ensuite du programme de mobilité, est-ce que vous partez avec le programme Erasmus
quel cas vous pouvez bénéficier de l'aide Erasmus, ou en dehors d'Erasmus. Voilà, bon, la durée de mobilité, on part sur 4 mois, et également du pays de destination, en sachant que pour Erasmus, l'aide est différente selon le pays. Disons que pour 4 mois de mobilité, vous pouvez compter sur un minimum de 800 000 € pour le plus bas et un maximum de 2 000 €. Voilà, mais vraiment, ça dépend de beaucoup de critères. Oui, mais ça permet de donner voilà, une fourchette, ce qui est intéressant. Donc, bien sûr, c'est pour 4 mois, hein, c'est pas par mois. Hein. Oui, voilà. Ouais, Les aides, en principe, sont versées en une seule fois. La totalité de l'aide, enfin, du montant pour la durée de votre mobilité est versée en une seule fois. Il y a une petite particularité pour l'allocation Erasmus. Vous avez, voilà, il y a 2 versements. Il y a 80% du montant qui est versé au tout début du séjour, et le solde éventuel qui est versé à la fin de votre mobilité. Voilà. D'accord, bah merci beaucoup pour ces éléments. Donc là, si les étudiants ont d'autres questions par rapport aux aides financières, vous pouvez commencer à poser des questions sur les aides financières dans le chat. Maintenant, on va peut-être passer donc au point de vigilance, parce que voilà, un départ, ça se prépare, et il y a vraiment des points de vigilance importants. Donc dans le document qui sera à votre disposition, vous verrez qu'il y a 3 parties, hein, dans les points de vigilance: la partie administrative, la partie sécurité et la partie pédagogique. Donc bien sûr, François, je vais te poser des questions sur les 3 parties, en commençant sur le plan administratif. Quels sont les points de vigilance si les étudiants font une to-do list, hein, le fameux to-do list? J'aime pas utiliser des mots anglais comme ça en français, mais voilà les points qu'il faut vraiment bien vérifier sur le plan administratif déjà. Merci Catherine. Donc déjà, bonjour à tous et félicitations pour votre choix. C'est super de partir faire une mobilité à l'étranger. Et sachez qu'à l'université, on fait vraiment tout ce qui est dans nos capacités pour vous accompagner au mieux. Mais comme le dit Madame Krapski, il y a quelques éléments de base. Et il y en a il y a un postulat de départ qui est d'être inscrit à l'université. Ça peut paraître étonnant, mais voilà, n'oubliez pas d'être inscrit, d'avoir réglé aussi vos droits à la CEVEC. C'est la base. Ensuite, il va y avoir un autre élément qui est là vraiment de votre ressort. Lisez vos emails. Vous allez recevoir un certain nombre d'informations. On est tenu par des calendriers, on est tributaire de ces calendriers, et ça serait dommage de devoir renoncer à votre mobilité parce que ces éléments n'ont pas été pris en compte au bon moment. Donc, 1, on est inscrit à l'université. 2, on lit ces emails de manière régulière. Et 3, faites vos demandes d'aide financière dans les temps. Comme vous l'a dit Madame Sivardi, on accompagne un maximum de nos étudiants à la mobilité. Donc, ça n'est pas parce que vous n'êtes pas boursier que vous n'aurez pas d'aide financière. C'est très important que vous le sachiez. Ne renoncez pas à une mobilité pour ces éléments-là. Il existe différents dispositifs à l'université pour vous accompagner. Donc ça, ce sont les aspects administratifs. Ensuite, on a les aspects sécuritaires et sanitaires. En dehors du contexte actuel, hein, qui va de soi, on a à cœur aussi de ne pas laisser nos étudiants partir dans la nature. Tout peut arriver quand vous êtes à l'étranger. On part pour le meilleur, mais on n'est pas à l'abri voilà, d'événements qu'on a pu avoir par le passé, les tsunamis au Japon, des attentats ou des choses comme ça. On a besoin de savoir où vous êtes, et vous avez besoin de savoir rapidement comment communiquer avec votre établissement de départ. Donc ça, c'est essentiel. Avant de partir, vous allez donc avoir une fiche info-risque, qui est un formulaire en ligne à compléter. On vous demande de cocher différentes cases et de vous assurer que ces différents éléments sont appliqués. Donc, par exemple, il faut que vous preniez connaissance des mesures du pays d'accueil, et il faut surtout que vous soyez inscrit sur Ariane. Ariane, c'est un site du gouvernement qui permet à tous les ressortissants français d'être
d'être répertoriés en fonction du pays d'accueil. En cas de pépin, le gouvernement fait une action presse-bouton et on sait où vous êtes sur la planète. C'est essentiel, vous ne pouvez pas partir sans que cette fiche soit signée. Alors, il ne s'agit pas juste de la signer, il faut la lire et appliquer ce qu'on vous demande de faire. Voilà, Catherine, pour les côtés sécuritaires et sanitaires. Voilà. Alors sur le côté sécuritaire, je vais justement raconter une petite anecdote quand même qui m'est arrivée cette année avec un étudiant, parce que voilà, cette fiche InfoRisque, elle est vraiment très très importante. Et j'ai un étudiant, donc je ne nommerai pas bien sûr, qui est parti au 2e semestre et j'ai peut-être mon 6e sens, je ne sais pas. J'ai senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec cet étudiant et je lui ai posé pas mal de questions. Et notamment, je lui ai dit, est-ce que vous êtes bien inscrit sur Ariane? Alors, Ariane, hein, c'est justement comment dire, les pages du ministère des Affaires étrangères sur lesquelles on dit qu'on est à l'étranger de telle date à telle date, on donne une adresse, un numéro de téléphone, une personne à contacter. Donc, c'est vraiment important parce que c'est comme ça que les consulats ou les ambassades dans le pays nous retrouvent très rapidement en cas de nécessité. Et donc, l'étudiant me répond, c'est quoi Ariane? Et là, je me dis, mince, on vérifie avec Madame Gou et on se rend compte qu'il a bien rempli la fiche InfoRisque et qu'il a coché qu'il s'était bien inscrit sur Ariane. Donc, ne faites surtout pas ça. C'est pour vous, c'est pas pour vous embêter qu'on fait ça. C'est vraiment très important parce que bien sûr, on espère qu'il n'arrivera rien du tout. Il n'y a pas des tsunamis, heureusement, tous les jours. Mais enfin, on est en ce moment dans une période qui nous montre que ce qu'on croit être un risque extrême n'est pas si extrême que ça. Donc, attention quand même. Il faut vraiment, vous avez un doute, vous ne savez pas, normalement, vraiment, on vous donne tous les sites, on vous donne tous les liens, mais on ne sait jamais, vous ne savez pas, bah, demandez-nous avant de cocher une case aussi importante parce que c'est quand même, voilà, c'est grave de mettre qu'on a fait quelque chose alors qu'on ne l'a pas fait, surtout que c'est pour votre sécurité. Donc vraiment attention à ces éléments-là. Alors, je vais peut-être changer un petit peu l'ordre avant moi de parler des aspects pédagogiques parce que je vois qu'il y a beaucoup de questions qui sont arrivées. Sonia, je ne sais pas si tu as vu. Alors, je vais les prendre dans l'ordre. Donc, une étudiante, effectivement, qui est présélectionnée pour BCI. Mais BCI, on n'a pas encore les résultats. Donc, quand la campagne va ouvrir en avril, est-ce qu'elle remplit sa demande d'aide financière? Oui, j'allais lui répondre. Oui, elle peut déjà faire sa demande d'aide financière, effectivement. Par contre, nous, on ne va pas la traiter tout de suite. On va la garder voilà, dans un coin. Enfin, on ne va pas l'oublier, évidemment. Et on lui fera ses attributions dès qu'on aura les résultats. Il y a un accusé-réception, hein, Oui, Sonia, systématiquement de vos messages. oui. Voilà. D'accord. Donc, vous pouvez la faire. Alors ensuite, on a effectivement une question qui va concerner tous les étudiants là. Effectivement, comment peut-on savoir dès maintenant que notre mobilité va durer 4 ou 5 mois? Il faut en fait, là, on va entamer la période. Vous avez été sélectionné, nous, on va recevoir les listes des étudiants sélectionnés et on va annoncer votre séjour d'études au partenaire. À partir de là, le partenaire va rentrer en contact avec vous pour que vous puissiez entamer vos démarches administratives dans l'université d'accueil. Et c'est l'université d'accueil qui va transmettre le calendrier académique. Voilà, et c'est à ce moment-là que vous saurez si votre séjour va durer 4, 4,5, 5,5 mois. Donc, De toute façon, il y a comment dire, une rectification à la fin de la mobilité si voilà, l'étudiant a dit 4 mois et qu'il reste 4 mois et demi, c'est ajusté. Alors voilà, parce que en fait là, le partenaire va nous informer sur, je trouve la plupart du temps en fait sur la période, sur le calendrier universitaire. En revanche, pour les aides, et c'est important de le savoir, c'est vraiment la durée qui est prise en compte, c'est la période de présence obligatoire. Donc c'est-à-dire le premier jour de présence obligatoire, que ce soit une semaine d'accueil, des cours en langue que vous allez faire préalablement à votre mobilité. Et le dernier jour, c'est le dernier examen que vous avez passé sur place, hors période de rattrapage. Et ça, en effet, c'est souvent ajusté en fin de mobilité. D'accord. Alors, autre question, est-ce que les bourses de mobilité sont cumulables avec les aides reçues par le Crous? Absolument, oui. Oui. Ça, c'est important à savoir, oui. Tout à fait. Alors, pour un départ au second semestre,
La demande d'aide financière se fera donc forcément au mois d'octobre. Oui. Oui. Vous ne faites surtout pas la demande maintenant. Alors, si l'on part dans 2 universités différentes, effectivement, en DEG, on va avoir plusieurs fois ce cas-là. Doit-on faire une demande d'aide financière différente? Donc, une en avril pour le premier semestre et une en octobre pour le second semestre? Oui, c'est ça. D'accord. OK. Bon, ben voilà, on a répondu déjà à ces questions-là. Donc, si vous avez des questions hein, sur les aspects sécurité ou démarches administratives, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Alors, moi, je vais aborder donc l'autre aspect qui est l'aspect pédagogique. Donc, le fameux Learning Agreement. Donc là, c'est vrai qu'on parle toujours de LA. Donc, si on vous envoie des mails en mettant LA, si je vous dis LA, c'est Learning Agreement. Donc, en français, c'est votre programme de cours. Donc, ça, c'est une question qui est également très importante parce que j'ai souvent la question des étudiants qui me disent « Je fais ce que je veux ». Alors non, vous ne faites pas du tout ce que vous voulez quand vous êtes dans une université partenaire et votre programme de cours doit justement être préparé avant le départ. Alors le Learning Agreement, c'est un contrat. C'est un contrat qui va lier l'étudiant, donc l'université de départ, c'est-à-dire l'université d'Angers, et l'université d'accueil. Donc l'étudiant s'engage à suivre les cours qui ont été validés. L'université d'Angers, donc là, la faculté et plutôt votre formation, le jury d'examen de votre formation s'engage à reconnaître les cours qui ont été préalablement validés comme correspondant aux cours que vous auriez suivis si vous étiez resté à Angers. Donc, ça veut dire que si vous validez dans l'université d'accueil, eh bien, vous validez à Angers. Et enfin, l'université d'accueil, qui a aussi signé le contrat, qui va s'engager, bien sûr, à vous inscrire dans les cours à votre arrivée. Donc, c'est vraiment très, très important. Et donc, c'est signé, hein, vous devez signer. Votre référent international, donc pour le coup, là, en DEG, moi, pour économie, gestion et pour tous les accords bilatéraux, Monsieur Lécuyer, pour le droit, on signe. Et l'université d'accueil signe aussi. Donc, c'est vraiment un contrat important. Comme l'a dit Madame Sivardi, une fois que vous aurez été nommé dans l'université partenaire, cette université va prendre contact avec vous et va vous envoyer un certain nombre d'informations. Et dans ces informations, bien évidemment, vous allez certainement avoir un lien ou un fichier avec la liste de cours dans laquelle vous pouvez piocher. Donc là, faut chercher un petit peu, il faut trouver le niveau, bien sûr. Ne prenez pas, si vous partez en L3, des cours de Master 2. Et puis, bien sûr, va falloir, pour pouvoir faire votre programme de cours, vous allez regarder, par exemple, vous partez dans le cadre de la L3, économie-gestion, parcours-gestion. Et vous partez au premier semestre. OK ? Vous allez regarder, vous prenez la maquette sur le site, vous regardez à Angers, au premier semestre de L3, éco-gestion, parcours-gestion, je dois faire ces cours-là. J'ai les listes des cours de l'université d'accueil. Est-ce que je retrouve à peu près la même chose? Si oui, je construis mon programme de cours. Et là, je prends rendez-vous, je contacte le responsable de la L3 parcours gestion et je soumets, donc je me signale comme étudiant partant en mobilité dans telle université. Je dis voilà, j'ai choisi ces cours-là. Voilà ce qu'on m'offrait comme cours. Moi, j'ai pris ces cours-là. Est-ce que vous validez mon programme de cours? L'enseignant vous dit oui. Donc, vous revenez vers moi avec la preuve que l'enseignant a dit oui, bien sûr. Et là, moi, je signe le document. Vous l'envoyez à l'université d'accueil, il le signe et ce document revient à Angers. Et le contrat, il est signé par tout le monde. Si l'enseignant vous dit non, ça ne va pas, là, vous discutez avec l'enseignant, hein, ça arrive des fois. Après, on est flexible, on ne veut pas, c'est très clair qu'on ne retrouvera pas exactement la même chose que ce qu'on a à Angers. Ce n'est pas l'objectif, mais l'objectif, c'est bien que vous validiez une licence éco-gestion, parcours-gestion. Hein, et pas autre chose. Et c'est quand même important parce que vous allez candidater dans des masters et donc il est important quand même d'avoir suivi des cours qui correspondent bien à votre formation, auquel cas vous allez peut-être être pénalisé dans la suite. Donc, il faut vraiment faire très, très attention à cela.
Donc, ce contrat, il est vraiment très important. Donc, il faut prendre vraiment le temps de le construire. Et il faut prendre contact absolument avec le responsable donc, de l'année dans le cadre de laquelle vous partez. Vous êtes aujourd'hui en L3 droit, vous voulez partir dans le cadre du M1 droit international européen, vous prenez bien sûr contact avec le responsable du M1 droit international et européen, pas avec le responsable de la L3 droit, puisque vous partirez dans le cadre du M1. Donc ça, c'est vraiment très, très important. Alors, je ne vois pas de questions particulières par rapport à cela. Si, dans le cadre d'une double licence droit-histoire, faut-il faire signer le contrat par les professeurs référents des 2 matières? Alors là, il me semble qu'en droit-histoire, il faut voir avec Éric Pierre et Nathalie Liébaud. Moi, ce que je conseille, c'est de les mettre tout le temps dans la boucle. C'est plus simple de faire comme ça. Alors, s'il y a pas... Alors, s'il y a une date limite pour transmettre le LA. Ah oui, bonne question. Alors, avant de partir. Voilà, il faut qu'il soit fait avant que vous partiez. C'est vraiment très important parce que on court un peu trop après les étudiants et donc c'est vraiment votre responsabilité. Donc on peut ne pas repérer certains étudiants qui n'auraient pas fait leur learning agreement et quand vous arrivez dans l'université d'accueil, si vous arrivez les mains dans les poches, ça risque de pas très bien se passer. Donc il faut vraiment le faire avant de partir. Ça va vraiment dépendre des universités, parce qu'il y a des universités qui vont, les cours vont commencer fin août, donc bien évidemment, il faut que ce soit fait au mois de juin. Donc moi, beaucoup de learning agreement doivent être faits en mai-juin. C'est mieux avant les vacances d'été pour ceux qui partent bien sûr au S1 ou à l'année. C'est beaucoup mieux de le faire à ce moment-là parce que sinon après c'est vraiment une course pas possible pour avoir les signatures, etc. Donc je dirais avant le 14 juillet. Comment ça se passe pour les personnes qui ont choisi le programme BCI car une liste de cours nous a déjà été demandée? Alors, ça me permet de rebondir sur autre chose. Ce contrat, attention, on va en reparler jeudi, ce contrat, il peut être modifié. Vous verrez que quand vous arrivez dans l'université d'accueil, il peut voilà, y avoir des soucis et donc on peut modifier. Donc le Learning Agreement, donc pour ceux qui vont partir dans le cadre de BCI, si BCI vous dit c'est bon et qu'on ne vous donne pas d'informations sur votre programme de cours, vous faites votre Learning Agreement avec les cours qui ont été prévus, on le signe et on verra une fois arrivé sur place s'il y a un changement, on fera un changement de Learning Agreement. Et ça, c'est valable pour tout le monde, que ce soit dans le cadre d'ISEP, des accords centralisés ou des accords Erasmus. Il y a souvent des modifications de Learning Agreement. C'est prévu sur le contrat. Alors, dans le cadre d'un départ en L3, si l'on veut intégrer l'IAE, comment cela se passe pour un départ? Car il me semble que c'est une formation sélective. Vers qui doit-on nous tourner? Alors, si vous êtes en L3 aujourd'hui, en L3 éco-gestion, donc là pour l'IA, j'imagine parcours, pas forcément, non, en L3 éco-gestion, si vous voulez partir dans le cadre du M1, par exemple, affaires européennes internationales, eh bien, il faut contacter les responsables de ce master-là. Mais de toute façon, si vous êtes en L3 aujourd'hui, vous avez été sélectionné pour un départ dans le cadre d'une formation de l'IAE, donc vous vous adressez à l'IAE. Donc à l'IAE, au niveau du Bureau des relations internationales, c'est Pauline Sauvet. Pauline, voilà, Pauline je vais y arriver. Et sinon, la responsable RI en tant qu'enseignante, c'est Madame Emeline Martin. Mais normalement, vous avez été sélectionné dans le cadre de l'IAE, donc c'est bien sûr dans le cadre de l'IAE qu'il faut faire le programme de cours. Pour le master triple diplôme, comment ça se passe? Alors, pour le master triple diplôme, ou pour les doubles diplômes, puisqu'il va y avoir des départs aussi dans les doubles diplômes, vous n'avez pas le choix des matières. Donc, ces étudiants-là, vous allez recevoir un mail de ma part en vous disant, vous collez ça sur votre Learning Agreement, vous n'avez pas de choix. C'est un programme qui est prédéfini, donc les matières sont totalement imposées
Donc là, je vous contacterai pour vous dire ce qu'il faut mettre dans votre Learning Agreement. Je suis en L1 et je voudrais partir en L3. Alors, Flavie, si vous êtes en L1, vous êtes peut-être venu hier à la présentation. Si vous n'êtes pas venu à la présentation d'hier, elle est en ligne. Donc, oui, voilà. Donc, pour l'instant, bien évidemment, vous vous informez sur les démarches que vous ferez l'année prochaine. Donc, vous n'avez aucune démarche à faire. Par contre, vous aurez l'avantage d'être déjà informé sur les procédures. Ah, c'est pour la suite de la question sur l'IAE. D'accord. Alors, l'année prochaine, vous serez en L2. Donc, en L2, de toute façon, vous partirez dans le cadre de la L3. Et donc, la L3, c'est encore en DEG. Donc, vous devrez, ce serait un départ dans le cadre de la faculté DEG pour l'instant. Donc, l'IAE, ce sera l'étape d'après. Et d'ailleurs, vous pourrez partir également, bien sûr, en master. C'est parce que vous partez en L3 que vous ne pouvez pas partir en master. Hein. Je l'ai dit hier, vous pouvez repartir en master. Alors, autre petit point sur le Learning Agreement, c'est un document qui est très important parce que une fois que vous aurez fait votre mobilité, vous aurez des notes et on va toujours vérifier qu'il y a une exacte correspondance entre le Learning Agreement et le relevé de notes qu'on reçoit au niveau des intitulés des cours. Donc, si vous avez changé les cours sans nous prévenir, bah, vous ne validerez pas votre semestre ou votre année. Donc, c'est vraiment très, très important. Pour partir en M1, il faut faire les démarches à partir de la fin de la L2 ou de la L3. Alors, ni l'un ni l'autre, hein, si vous voulez partir en M1, c'est au cours de l'année de L3 que vous faites les démarches. Donc, les démarches, alors, je vais y arriver, au cours de la L3, c'est-à-dire qu'au mois d'octobre, début octobre en général, hein, je fais une présentation générale pour tous les étudiants, comme celle que j'ai faite hier, mais on espère en amphi en octobre prochain, et pas en ligne. Et là, on commence à vous expliquer tous les programmes. Et il y a des dossiers de candidature à rendre, des dates, etc. Donc, vous devez respecter ces informations-là. Donc, tout se prépare pendant l'année de L3. Et là, les étudiants qui vont partir en M1, il y en a là qui sont, qui sont présents, qui vont partir en M1. On fait donc les dossiers là cette année. Alors ça, la dernière question là, Alexis, on en parlera jeudi, mais c'est le plus vite possible. C'est le plus vite possible pour que vous soyez inscrits dans les bons cours et que vous suiviez les cours pour passer les examens. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour ceux qui partent avec le programme BCI, le Learning Agreement doit donc simplement reprendre la liste des cours que l'on a déjà fournis, oui, et qui a déjà été validée par... Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, c'est tout à fait ça. Donc, vous reprenez cette liste, mais dans la liste, attention, vous aviez, comment dire, vous aviez mis des cours supplémentaires au cas où. Donc, vous mettez bien la liste principale uniquement. Hein, vous ne mettez pas trop de cours. Est-ce que les accords bilatéraux sont sélectifs? Alors, ça dépend de quels accords bilatéraux vous parlez. Si vous parlez des accords bilatéraux enfin, tout est sélectif. Hein, on sélectionne de toute façon. Alors, sélectionner, qu'est-ce que ça veut dire hein, quand même hein sélectionner, c'est-à-dire qu'on vérifie quand même vos motivations, votre capacité à suivre des à l'étranger. Donc, si vous parlez des accords centralisés, c'est-à-dire les accords que j'ai présentés hier qui sont en Amérique du Nord, donc essentiellement aux États-Unis, mais il y en a un aussi au Canada. Oui, ça concerne toutes les composantes de l'université, donc c'est sélectif. Hein. Et on a des accords bilatéraux au niveau de DEG. Donc, il se peut, ça dépend vraiment d'une année à l'autre. Hein. Des fois, effectivement, d'un coup, on a 3 ou 4 étudiants sur le même accord et on n'a qu'une ou deux places. Donc, ça peut être sélectif. Oui, alors la Russie, c'est un accord DEG. Donc, celui-là, bah, cette année, j'ai personne. Voilà, si je peux répondre à la question de cette façon-là. Donc, mais ce n'est pas parce qu'il y a de la place qu'on prend les étudiants. Hein.
D'accord? On fait quand même un petit peu attention, même beaucoup attention. On vous a parlé de sécurité tout à l'heure. Donc, voilà, pour répondre à cette question-là. Alors, sur les aides financières, on a fait le tour. Sur la sécurité, vous avez bien tous compris qu'il faut surtout être inscrit à l'université d'Angers. Donc, dès que vous avez vos résultats d'année, donc vous pouvez vous inscrire dans l'année supérieure, donc vous le faites. Comme ça, vous n'oublierez pas. Alors, ce que je peux faire éventuellement, puisqu'on a un petit peu de temps, c'est vous montrer un peu les documents d'ordre administratif, mais je n'ai pas vraiment compris où et quand s'inscrire auprès de l'université d'accueil dans le cadre du programme Erasmus. Sonia, je te laisse répondre. Oui. Pour l'instant, vous n'avez rien à faire. Comme j'expliquais, nous, le Bureau Relations internationales de l'UFR-DEG va nous transmettre vos noms si vous devez partir pour l'année prochaine. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va on va vous nommer auprès de l'établissement d'accueil. On va annoncer votre séjour. Donc, l'établissement, le service relations internationales de l'établissement d'accueil va ensuite vous contacter. Ça se passe comme ça dans la plupart des cas. Va vous contacter pour justement vous demander de faire votre inscription auprès de cette université, rendre un certain nombre de documents, dont le Learning Agreement, et éventuellement si vous souhaitez être logé en cité universitaire ou des choses comme ça. Je vous invite, quoi qu'il en soit, de toute façon, à regarder sur le site internet de l'université d'accueil. C'est vraiment la première chose qu'il faut que vous fassiez, parce que il arrive que que vous puissiez vous inscrire tout de suite directement sur le site internet de l'université d'accueil, sans que ça passe, voilà, sans que vous soyez contacté par mail nommément. Si j'ai envie de dire. Je ne sais pas si c'est clair. Mais en fait, pour l'instant, la démarche, elle n'a pas encore lieu. Je pense que ça interviendra avril, mai, juin. Ça dépend des calendriers des partenaires. Mais vous serez informé à chaque fois des étapes suivantes. Merci Sonia. Alors, le Learning Agreement, non, le premier Learning Agreement, donc le Learning Agreement initial, doit être signé par les 3 parties, donc l'étudiant, Angers et l'université d'accueil avant votre départ. Donc, une fois que votre programme est validé par votre responsable de formation de l'année dans le cadre de laquelle vous partez, vous contactez le référent international, donc en DEG, Monsieur Lécuyer ou moi, à l'IAE, Madame Martin. On signe. Et une fois que c'est signé, on vous le renvoie, bien évidemment. Et là, on vous demande de le renvoyer à l'université d'accueil et de nous le renvoyer une fois que ça a été signé par l'université d'accueil. Et une deuxième étape interviendra au moment de votre arrivée, si toutefois il y a un changement. Il se peut qu'il n'y ait aucun changement, auquel cas, voilà, le contrat est signé, vous suivez vos cours, vous travaillez, vous avez des bonnes notes, et puis tout va bien. Alors, par exemple, si on a 10 cours au premier semestre de L3, alors il faudra choisir 10 cours dans l'université. Non, il faut choisir 30 CTS. Donc attention, c'est vrai qu'à l'université d'Angers, en tout cas en droit et plus particulièrement peut-être en économie-gestion, on a tendance à découper en petits morceaux nos unités d'enseignement. Et donc on a des cours de 2 crédits, de 1 crédit, de 3 crédits, 4, etc. Dans certaines universités, ils ont des gros blocs. Donc il y a des universités où il y a des blocs de 10 ECTS. Donc 30 ECTS, c'est 3 cours. Mais c'est des énormes blocs en fait qui sont découpés, mais vous ne le voyez pas. Donc non, c'est vraiment un nombre de CTS. Donc il faut valider par semestre 30 CTS, sauf cas particulier, hein, notamment je pense là aux étudiants de la licence droit économie, hein, il y a un régime particulier. Alors, concernant l'accord bilatéral avec l'Écosse, au vu de la situation du Brexit, comment cela se passe pour le financement pour les aides? Alors effectivement, là, on a donc en économie-gestion, on a l'accord UWS, et on a donc en droit l'accord à Strathclyde à Glasgow, donc l'université de Strathclyde à Glasgow, pardon. Donc comment ça se passe effectivement, Sonia?
Alors, bon, ça va être un peu technique. En fait, on a réussi à prolonger notre projet Erasmus d'une année pour pouvoir justement permettre aux étudiants de continuer à partir vers le Royaume-Uni et également d'accueillir des étudiants britanniques. Donc pour une année encore, jusqu'à fin 2022, vous pourrez participer à Erasmus et bénéficier de l'allocation Erasmus qui va avec. Euh, voilà, je sais pas, je vais m'arrêter là parce que sinon ça va être un peu trop compliqué à comprendre. Mais ce qu'on peut dire, Sonia, c'est que même s'ils sortaient du dispositif, à partir du moment où des mobilités seraient toujours possibles avec les pays du Brexit, il y a d'autres systèmes d'aide financière à l'université sur lesquels on pourrait orienter ces étudiants. Donc aujourd'hui, vous avez toujours possibilité d'avoir Erasmus. Demain, il y aura d'autres options à partir du moment où on pourra toujours partir en mobilité dans ces pays. Oui. Oui, oui, de toute façon, ces accords Erasmus sont en train d'être transformés en fin de compte en accords bilatéraux à la demande de ces partenaires, notamment les partenaires écossais, hein, qui sont bien malheureux de sortir d'Erasmus. Donc, de toute façon, voilà, ça va devenir des accords bilatéraux. Donc, de DEG ou de l'université d'Angers, parce qu'on est plusieurs composantes à être concernées, bien évidemment, par ces universités-là. Donc, il y aura des aides comme on a des aides aujourd'hui quand on part en dehors d'Erasmus. Exactement. Alors, est-ce que le délai pour rendre le Learning Agreement est plus tard lorsqu'on part au deuxième semestre? Oui, oui, tout à fait. Quand vous partez au deuxième semestre, de toute façon, donc le service de la mobilité sortante ne va pas vous nommer maintenant, dans les universités, parce que les nominations se font toujours 2 fois dans l'année, pour les départs au S1 et à l'année. Donc, ça va se faire là, hein, on entre dans cette période. Et pour les départs au second semestre, donc fin septembre, courant octobre, on va vous nommer dans l'université. Donc c'est vrai que vous avez déjà été sélectionné parce que ça nous permet quand même d'avoir une idée du nombre d'étudiants qui va partir en mobilité dans toute l'université d'Angers pour voir quelles sont les aides financières qui vont être nécessaires, qui va être nécessaire de mettre en place. Donc d'avoir cette vision déjà sur les départs au second semestre à la marge, parce qu'il peut y avoir des changements, c'est quand même nécessaire. Donc c'est pour ça que dès qu'on a pu faire les sélections pour le second semestre, on les fait. Mais bien évidemment, le Learning Agreement, vous ne pouvez pas le construire maintenant puisque vous n'aurez pas les informations sur les programmes de cours de l'université d'accueil. Donc tout ça, vous allez le faire en même temps que vous allez faire votre demande d'aide financière, c'est-à-dire au mois d'octobre 2021. Donc, je pense que j'ai répondu un peu à toutes les questions. Donc, pour vous donner un aperçu, à chaque fois que vous passez à autre chose, pour le programme BCI, l'Université Laval à Québec n'a toujours pas mis à jour les cours pour septembre 2021. Comment faire avec le LA pour le remplir? De toute façon, attendez d'avoir le retour de BCI ou de l'Université de Laval directement. Là, j'avoue que je ne sais pas trop qui va Canada, c'est particulier là. Ouais, c'est particulier. Il faut attendre d'avoir le retour de BCI pour savoir si vous êtes admise à l'Université de Laval ou admis. Et à ce moment-là, vous pourrez construire votre Learning Agreement. Voilà. Alors là, c'est une question pour moi. Là. Comment ça se passe quand on part au second semestre avec le stage de L3? Ah, Axel, si j'ai bonne mémoire, vous êtes dans le parcours gestion. Alors, pour l'instant, ce qui a été décidé, que ce soit le parcours économie ou le parcours gestion, c'est que les étudiants qui sont en mobilité au second semestre sont dispensés du stage, donc doivent préparer 30 CTS pour valider bien évidemment leur semestre. Mais bien évidemment, si vous voulez faire un stage, il sera toujours possible d'avoir une convention de stage, mais le stage, avec les calendriers quand même très différents d'une université à l'autre, se fera pendant l'été. Donc, le conseil que je donne toujours aux étudiants, si vous avez un job d'été, il vaut peut-être mieux le faire en job d'été qu'en stage, puisqu'en stage, l'entreprise peut vous rémunérer 550 € seulement, je crois, par mois, alors que si c'est un job d'été, vous avez le SMIC. Donc, c'est beaucoup plus intéressant. Et vous pouvez quand même le mettre comme une expérience professionnelle. Donc, le stage n'est pas obligatoire.
Alors, je vous laisse simplement, puisqu'on a un petit peu de temps, vous montrer un exemple de document qui va être mis en ligne. Donc, j'ai pris celui que je maîtrise le mieux, parce que, histoire de ne pas dire de bêtises, parce que les aides financières, c'est quand même pas ce que je maîtrise le mieux. Donc, je vous partage l'écran pour que vous voyez un petit peu ce que vous aurez en ligne. Donc là, normalement, vous voyez mon écran. Et donc, je vais le mettre en format présentation. Et là, vous verrez que voilà, il y a des explications simples, mais le plus clair possible, voilà, pour avoir, voilà, on vous explique ce que c'est, les procédures, que c'est modifiable, et on parlera des modifications, comment on fait jeudi, et pourquoi c'est important. Donc ça, vous l'aurez à disposition tout le temps, hein. Voilà, donc là, vous voyez hein, que c'est un contrat et vous voyez bien que ça engage les trois parties et que ça doit bien être signé par les trois parties. Donc là, je mis ça engage et puis surtout, ça vous protège. Parce que si vous respectez bien ce contrat, et ben, voilà, nous, on reconnaît bien comme équivalent à ce que vous auriez fait à Angers. Donc voilà, donc il doit être rempli. Donc on voit si vous partez au premier semestre, il doit être rempli en avril, mai, juin. Hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et si vous partez bien sûr au second semestre, alors, octobre, novembre, décembre. Donc à partir d'octobre, quand vous avez en fait les informations de l'université d'accueil. Donc les procédures. Donc là, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, hein, mais vous le trouvez sur le site de l'Université d'Angers. Donc, il y a un Learning Agreement pour les programmes Erasmus et il y a un Learning Agreement pour les programmes hors Erasmus. Et donc, il suffit de cliquer. Hein, si je clique dessus, eh ben, on arrive directement sur le site de l'Université d'Angers. Et là, hop, et vous avez le document qui est pré-rempli. Alors, attendez, moi, il est en train de s'inscrire. Donc, je vais vous le mettre. Il s'est mis sur mon autre écran. Voilà. Et là, je vais augmenter un petit peu pour que vous voyez. Voilà. Et là, on voit bien. Vous voyez, ça, il ne faut surtout pas le changer. Hein, le contact, c'est Madame Sivardi. Il y a des étudiants qui prennent ça, qui le changent et qui mettent mon nom. Non, non, c'est bien la mobilité sortante, donc la direction de l'international. Donc, faites vraiment attention, ne changez surtout pas ça. Par contre, remplissez votre nom ici, au-dessus aussi. Et puis après, ben, vous voyez le document là. Before the mobility, donc bah, oui, en français, avant la mobilité. Donc là, c'est ça que vous devez remplir, mais avant de remplir, vous validez avec le responsable de la formation. Et vous mettez en dessous le programme équivalent. Donc grosso modo, je dois avoir 30 CTS ici pour un semestre et 30 ou peut-être 31, 32, hein, vous pouvez en faire un petit peu plus, mais attention, n'en faites pas 40, hein, ça va devenir beaucoup trop difficile. Donc attention quand même à ne pas trop vous mettre trop de choses sur le dos. Hein. Alors en Europe, c'est simple, hein, c'est des ECTS. Hors Europe, hein, les étudiants qui vont partir au Québec notamment, hein, ça je vous ai expliqué, hein, un crédit québécois, c'est 2 crédits ECTS en moyenne. Hein. Donc voilà, et là vous voyez les signatures d'étudiants, le responsable donc dans l'université d'envoi, donc ici par exemple pour les étudiants qui vont partir en éco ou en gestion, c'est moi, et le responsable dans l'université d'accueil. Donc une fois que vous avez les 2 premières signatures, vous envoyez dans l'université d'accueil pour avoir l'autre signature. Donc voilà, donc, et ça c'est voilà, vous verrez, on en reparlera d'autres éléments ici qui seront donc des documents pendant la mobilité, donc on en reparlera jeudi. Donc je reviens sur mon... Ah mince, j'ai raté quelque chose apparemment. Ah, attendez, je retourne rapidement sur mes pages. Donc la procédure, hop. Voilà. Donc là, ce document, il va être ce document-là que je vous présente va être en permanence sur la page la page internationale pardon, de DEG. Donc vous aurez, voilà, il suffit de cliquer sur le document pour avoir le document de Learning Agreement.
Donc, qui valide, hein, c'est bien donc le responsable de l'année dans le cadre de laquelle vous allez partir. Donc ça, c'est vraiment très important de ne pas se tromper d'interlocuteur. Et donc, oui, ça peut être modifié. Donc, on verra comment on le modifie. Et bien sûr, ça doit être modifié, validé et à nouveau signé par les 3 parties. Et donc là, le dernier point sur lequel j'ai insisté tout à l'heure, donc là, c'est vraiment bien expliqué pourquoi c'est important, parce que une fois que vous avez fini votre semestre dans l'université d'accueil, on reçoit bien sûr les notes que vous avez obtenues et Madame Gou, au Bureau des relations internationales, regarde la correspondance entre les matières qui ont été validées sur le Learning Agreement et les matières qui arrivent sur ce relevé de notes. Et s'il n'y a pas correspondance, vous risquez de ne pas valider votre semestre ou votre année. Donc, c'est quand même très, très important. Et c'est pour ça que je dis que à la fois, ça vous protège, mais ça vous engage aussi, bien sûr, à respecter le programme qui a été validé. Et nous, on valide des programmes pas pour vous embêter, bien évidemment, mais vraiment pour être sûr que les cours que vous suivez sont des cours qui vont être globalement reconnus comme faisant partie de la formation que vous suivez pour que vous puissiez continuer vos études sans aucun problème à Angers ou ailleurs. Alors, les crédits pour le Québec en Val 2. Donc, on ne doit pas prendre, on ne doit en prendre que qu'un. Oui, tout à fait, oui, oui. C'est bien ce que j'avais dit à tous les étudiants qui ont été sélectionnés pour BCI. Alors, par contre, j'arrête mon... Alors, y a-t-il d'autres questions par rapport sur le site? Oui. En fait, je suis venue en retard, je n'arrivais pas à me connecter. Du coup, au début, vous avez parlé de tout ce que vous avez mis, les aides financières et le départ et tout. Vous avez parlé de ça? Oui. Et ça sera enregistré, du coup? Oui, oui, ça sera sur le site. Je vais vous montrer. Ah, attendez, simplement, je réponds à la question là. Sur le site de BCI, il parle de cycle 1, 2 ou 3. Correspond à quel cycle? Voilà, il faudrait que je... 1, normalement. J'ai pas en tête là, mais je pense que c'est oui, cycle 1, enfin undergraduate, graduate, doctorat. Ouais. Je ne vois pas trop, faudrait qu'on voit à quel endroit. Parce que là, j'ai pas en tête. J'ai pas l'habitude. Ouais, non. Ouais, et puis là, ça me dit rien, moi, pour le coup. Mais je pense que, oui, généralement, c'est ça, c'est undergraduate, donc jusqu'au L3. Graduate, c'est l'équivalent M1, M2. Et 3, c'est postgraduate, donc on est sur la partie doctorat. Donc, a priori, c'est cycle 1. Mais normalement, vous avez dû faire votre programme de cours. Et donc, ça devrait... vous avez déjà choisi vos cours, donc j'espère que vous n'êtes pas trompé de cycle. Quand vous êtes sur la page d'accueil de droit, économie, gestion, là, j'ai cliqué sur international. Donc, je suis sur la partie internationale. Hein. Donc là, c'est accueil. Voilà, vous arrivez là. Vous cliquez sur international. Donc là, c'est la présentation. Et en bas de cette page, vous avez « Vous souhaitez partir à l'étranger ». Vous l'avez aussi ici, d'accord? Donc là, vous cliquez et vous avez, voilà, à droite, là, vous voyez, c'est la fiche de la semaine internationale. Vous avez retour sur la semaine internationale. Donc, vous cliquez sur retour sur la semaine internationale. Et là, tous les jours, alors laissez le temps quand même aux équipes de mettre les choses en ligne, parce que ça ne se fait pas en claquant dans les doigts, hein, c'est quand même un petit peu long. Donc là, il y a la présentation d'hier, simplement le support. Il y aura sur la chaîne YouTube les présentations enregistrées, donc avec les réponses aux questions notamment. Et donc, vous aurez donc les 3 supports là, donc, dont celui que je viens de montrer, ils seront mis ici dans la journée peut-être, si les équipes ont le temps, sinon ça sera fait demain. Mais en tout cas, la semaine prochaine, vous aurez sur chaque page, chaque jour, vous aurez les documents. Donc voilà, pour répondre à cette question, où trouver les informations après
les webinaires. Alors, si j'ai bien compris, on peut choisir des matières supplémentaires pour avoir davantage de CTS et donc avoir plus de chances de valider notre semestre. Ah. Alors, c'est pas si simple que ça. Ça peut être potentiellement dangereux de vouloir suivre trop de cours. Donc, attention quand même à cela. Et alors, on a déjà eu le cas d'étudiants qui ont suivi, par exemple, 36 ECTS. Et puis, en faisant la moyenne, bah, on se rend compte que si on enlève une matière, on va avoir une meilleure moyenne. Donc, ça peut être potentiellement dangereux de vouloir suivre trop de matières. Un, ça vous donne beaucoup plus de travail. Deux, ça fait plus d'examens, donc plus de révisions au même moment si les examens ne sont pas très échelonnés, comme c'est le cas en France. Et donc, un risque quand même de vous planter. Donc, attention quand même à pas trop charger la barque. Hein. Vous êtes quand même à l'étranger, dans une langue étrangère, donc il y a quand même une difficulté supplémentaire par rapport à l'environnement de l'Université d'Angers. Donc, faites attention. Moi, je ne conseille pas de faire ça. Là où je conseille, c'est si vous voulez suivre des cours de langue. Là, rajoutez, par exemple, les étudiants qui vont en Italie, vous pouvez faire de l'italien en plus des crédits que vous allez faire. Vous avez envie d'apprendre l'italien, bon, bah, allez-y. Au contraire, profitez-en. Et dans tous les pays, on propose des cours dans la langue du pays, même si les étudiants suivent les cours en anglais. Donc, bah, profitez-en, effectivement. C'est gratuit, donc faites-le. Mais sinon, non, 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 franchement, non. Moi, je ne conseille pas. Eh bien, écoutez, il est 13h30, enfin 13h29 plus exactement. Si vous n'avez pas d'autres questions, de toute façon, vous aurez les documents en ligne. Bien sûr, le Bureau des relations internationales de DEG est là, bien sûr, et moi aussi, pour répondre à des questions complémentaires. De toute façon, on va revenir sur les aspects administratifs et sur le Learning Agreement jeudi, puisqu'il y aura encore des démarches à faire, bien sûr, une fois que vous êtes arrivé dans l'université d'accueil. Et on parlera aussi de la transcription des notes. Donc, il me laisse à remercier Madame Françoise Auquet, Madame Sivardi pour leurs interventions, leur aide, leur participation à la Semaine internationale de droit, économie, gestion. Merci aux étudiants d'être venus, je crois, très nombreux. Je n'ai pas regardé le nombre, mais je crois que vous êtes beaucoup. Et puis, je vous dis donc à jeudi pour la suite, donc une fois que vous êtes dans l'université, et peut-être à demain pour ceux qui vont participer donc à la présentation à distance et en amphi, hein, l'amphi Tamaris, sur les doubles diplômes et le triple diplôme. Donc bonne journée à tous. Merci. Et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.